Le Sulawesi, une île indonésienne grande comme la France et pourtant si méconnue. Sa forme unique a façonné des paysages hors normes. Montagnes, savanes, jungles, forêts tempérées, volcans, plages paradisiaques et cascades en tout genre. Ici, tout est extrême. Les routes comptent parmi les plus dangereuses du monde. Ça va être chaud là, à passer ça. Sous l'eau s'étend le deuxième plus grand récif corallien de la planète. Et dans ces grottes, les plus anciennes peintures rupestres connues, vieilles de plus de 50 000 ans. Pendant les 4 prochains mois, je vais explorer cette île en solitaire en utilisant uniquement des transports locaux. Bienvenue sur les routes du Sulawesi. Dans l'épisode précédent, après avoir pris l'une des pistes les plus dangereuses au monde pour aller à Malino, je suis descendu à la station balnéaire de Bira pour profiter de son littoral bleu turquoise et rencontrer des locaux vraiment accueillants. C'est parti pour la mission du jour, me rendre à Maros, situé à 45 km au nord de Makassar. J'emprunte pour la première fois la route Trans-Sulawesi. Cette route est l'axe majeur qui relie le sud au nord de l'île en s'étendant environ sur 2000 km. Autant vous dire qu'il y a énormément de monde qui l'emprunte et que sa chaussée majoritairement à voie unique congestionne énormément le trafic. Les amis, bienvenue à Lamang, petit village situé à quelques kilomètres au nord de Maros, zone qui est très connue pour ses formations géologiques très atypiques, puisqu'il s'agit de la deuxième plus grande formation de karst au monde, après la Chine et après le parc en Chine qui a inspiré le film Avatar. Donc c'est quelque chose d'assez unique et c'est ce qui donne lieu à ces formations géologiques assez intéressantes que vous voyez autour de moi actuellement. Là, je me dirige vers l'une des zones les plus connues du coin, à savoir qu'il y a plusieurs grottes avec des peintures rupestres datant d'il y a plus de 40 000 ans. Donc c'est aussi assez impressionnant, ce qui fait que cette zone détient le record de la plus vieille peinture humaine trouvée dans le monde entier. Donc je suis assez excité d'aller voir tout ça et écoutez, c'est parti pour l'aventure. Le paysage karstique de la région de Maros s'est formé il y a des millions d'années lorsque toute la zone était encore sous la mer. Des récifs coralliens se sont progressivement accumulés et ont fini par former d'immenses couches de roches calcaires. Avec le temps, les mouvements tectoniques ont soulevé ces roches hors de l'eau. La pluie et les rivières ont ensuite lentement dissous et sculpté le calcaire, créant les falaises, grottes et pics rocheux que l'on voit aujourd'hui. Pendant longtemps, les habitants vivaient ici principalement de la culture du riz dans un environnement isolé. Au début des années 2000, la région a failli être transformée en zone d'exploitation minière pour le calcaire, mais les habitants se sont mobilisés pour protéger leur territoire. Aujourd'hui, le petit village de Lamang accueille des visiteurs qui viennent explorer une rivière au nom plutôt surprenant, que je ne prononcerai pas ici pour éviter tout souci avec YouTube. Il est également possible de randonner entre les pics rocheux, même si l'endroit reste très sauvage grâce ou à cause du faible nombre de visiteurs annuels. On se rend sur un tout premier emplacement de grotte et je suis le monsieur du village qui est très gentil, qui fait office de guide, visiblement, puisqu'il a pris même tous les équipements de spéléo. It's a huge one. Bon bah écoutez, c'est parti. Regardez-moi cette échelle, sketchy hein. Allez.
Oh la vache. Il n'a pas l'air super robuste le bois. Oh, mais c'est profond. C'est super profond. Là, je le vois quasiment plus, le gars. Il est déjà en train de me distancer. Ah, c'est bien, on perd un peu en température. C'est agréable. Ah ouais. Punaise, ça va loin. Alors, j'essaye de filmer et de faire attention en même temps où je mets la tête. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. C'est des stalactites, en fait. On n'arrive pas comme ça, mais c'est très bas. Yes. Ah, par contre, je m'attendais pas à ça. Waouh. C'est comme un instrument de musique. Regardez, ils sont vides à l'intérieur, les stalactites, c'est impressionnant. Alors celui-là, il est plein, et celui-là, il est vide. C'est assez fou. Hein. Comment ça brille. Et c'est pas de l'eau, hein. C'est vraiment des petits cristaux qui sont logés. Ouais. Là, on les voit encore mieux ici. Regardez. Alors comme toujours, le plus dur, c'est pas de monter, ça va être de descendre. Bon, ça s'annonce bien glissant. Je me sens quand même un petit peu privilégié d'avoir vécu ça tout seul, juste avec quelqu'un du village. C'est vrai que c'est une région qui est très préservée, hein, globalement, je vous le dis souvent, mais c'est toujours assez impressionnant à voir. Des lieux aussi beaux que ça, où il n'y a absolument personne, dites-vous carrément. Et c'est un local qui a dû m'ouvrir une barrière en bambou qui bloquait la route, puisqu'en fait, ils ont tellement peu l'habitude de recevoir du monde qu'en général, ils ferment l'accès au village avec une petite barricade. C'est donc que vraiment, c'est pas encore connu et tant mieux. Et heureusement, ça sera pas avec le nombre de vues que je fais sur mes vidéos YouTube que ça va le devenir. Donc tant mieux, ça risque de rester encore un petit moment un lieu protégé. La journée se termine sous une pluie diluvienne, assez surprenant quand on sait que nous sommes en pleine saison sèche. Les précipitations de la veille ont créé une atmosphère étrange au réveil. La jungle semble particulièrement active aux premières heures du jour. Une fine brume reste suspendue entre les pics karstiques, comme figée au-dessus de la forêt. Après les paysages karstiques spectaculaires de Lamang Lamang, on arrive dans un endroit beaucoup plus discret, presque caché entre les falaises de calcaire, le lac vert de Tonassa. Ce petit lac à la couleur intense repose au fond d'une dépression formée dans le calcaire. Mais ce qui rend cet endroit vraiment unique se trouve juste au-dessus du lac. Dans la falaise s'ouvre l'entrée d'une immense grotte. À l'intérieur, l'espace est si vaste que la lumière qui pénètre par l'entrée permet à une véritable petite forêt de pousser. On y trouve des arbres, des racines qui descendent du plafond et toute une végétation adaptée à cet environnement humide. La cavité abrite aussi une importante colonie de chauves-souris occupant la voûte et qui participe à l'équilibre de cet écosystème souterrain. Mais la grotte raconte aussi une histoire beaucoup plus ancienne. Les archéologues ont identifié des traces d'occupation humaine remontant à plus de 30 000 ans. Son emplacement stratégique servait probablement de refuge et de point d'observation aux premiers habitants du Sulawesi. Entre falaises abruptes, biodiversité et traces de présence humaine très anciennes, ce lac et la grotte qui le surplombe résument parfaitement l'histoire longue et fascinante des formations géologiques de Maros.
Les amis, bien arrivés sur le site archéologique de Leang Leang, situé à quelques kilomètres au nord de Maros. Ce site est très connu pour des peintures rupestres datant d'il y a plus de 40 000 ans au sein même de la grotte principale. Donc c'est assez impressionnant à imaginer le fait qu'il y a 40 000 ans, il y avait déjà des humains présents ici qui ont établi des peintures. Alors ces peintures, elles représentent différentes choses, notamment des scènes de chasse. Ces peintures ont été faites par le peuple austronésien, qui sont issus de la première vague de migration de l'Afrique vers l'Asie, sachant qu'il y a entre 40 000 et 50 000 ans, les continents n'avaient pas du tout les mêmes formes, donc la Papouasie était connectée à l'Australie, et donc ce peuple austronésien s'est implanté au Sulawesi et est resté très longtemps là avant de migrer il y a environ 5 000 ans vers Taïwan et les Philippines. D'ailleurs, non loin de la grotte Leang Leang, à quelques kilomètres, il y a une autre grotte qui est heureusement inaccessible pour les touristes. Et il s'agit du record du monde de la plus vieille peinture rupestre avec plus de 50 000 ans au compteur, c'est pour vous dire. Et je dis heureusement puisque effectivement, tout ce qui peut être humidité due à la respiration, mais également le flash des appareils photo ou les lumières peuvent dégrader ces peintures. Donc c'est tout aussi bien que ça reste uniquement pour les professionnels. Petite pause pour vous dire que ce record a depuis été battu. Fin janvier 2026, une nouvelle peinture estimée à 67 800 ans a été découverte. Mais cette fois-ci, ce n'est pas à Maros. Elle se trouve sur l'île de Muna, à la pointe sud-est du Sulawesi. Et le plus fou là-dedans, c'est que j'ai exploré ces grottes, ou du moins l'une d'entre elles, sans savoir à ce moment-là que j'étais face à une richesse historique inestimable. Tout ça sera disponible dans un épisode futur sur les îles de Buton et Muna. Allez, on reprend les explications du guide. Setelah diteliti memang agak mudah. Ini kan sudah sedikit agak bercerita agak. So he said there are a cave which is the big cave, but it's not a safe cave. So they would stay there Why safe or not? because of the animal. Ah, like bear? No. Hewan apa yang mengancam Pak biasanya? Saya belum tahu karena kami yang menemukan itu seperti babi. Kan babi juga mengancam, tetapi dia akan berburu. Iya. Berburu. Dia memang mencari babi. Oh, oke. Makanya kalau biasanya ada 4 jari tangannya itu berarti dalam keadaan gagal atau berduka. Dia 4 jari tangan. Berarti satunya sudah. Ada gagal atau berduka dalam berburu begitu. Oh, oke. Itu sudah dapat. Oke. Tapi ada 4. Oh iya. So they use this one for painting, the red one. On s'apprête à rentrer dans la grotte et l'accès est de plus en plus compliqué. Regardez où on doit passer. Avec le sac, c'est limite. Et après on continue. Il y a un côté un peu Indiana Jones hein, dans leur entrée de grotte vraiment. Regardez comment c'est caché. Ça c'est le passage pour y aller là. Vraiment très fin. Ça c'est le chemin qu'on a emprunté, mais à l'époque ils passaient par là, les hommes austronésiens. Il y avait tout un chemin dans la roche, mais pour vous dire c'est assez engagé, hein. C'est quasiment de la grimpe escalade là. Bon, contrairement à beaucoup de grottes européennes, cette grotte ne fait pas seulement office de lieu pour les peintures rupestres, c'était aussi un lieu de vie, les deux à la fois. Parce qu'il y a beaucoup de grottes de par chez nous, il y a des peintures rupestres, mais les tribus ne vivaient pas dedans. Et ce n'est pas le cas ici. Ici, c'était réellement habité. On commence à être haut. Regardez ici là, les traces de mains qu'on voyait justement. Les Austronésiens utilisaient principalement de l'ocre rouge comme pigment.
Ils posaient leurs mains contre la roche, puis projetaient la poudre tout autour, laissant une trace négative, comme une signature à travers le temps. Ici, on observe aussi une scène de chasse d'un sanglier sauvage. Les mains disposées autour, avec les 5 doigts ouverts, signifient que la chasse a été un succès, sans avoir eu de blessés. Au final, ce n'est pas juste une peinture, c'est à la fois un récit et une forme de témoignage. Après datation au carbone 14, il en est convenu que ces peintures datent d'il y a plus de 51 200 années, pour être précis, ce qui en fait les peintures les plus vieilles du site de Maros et les deuxièmes peintures les plus vieilles au monde, après le site justement dont je vous ai parlé, situé à quelques kilomètres de là. Et c'est assez dingue de s'imaginer que ça date d'il y a aussi longtemps. J'ai du mal moi-même à me représenter la période de temps. C'est assez surréaliste. Et donc là-bas, c'était la pièce de vie. Alors assez sombre, hein. À l'époque, c'était pas l'hôtel 3 étoiles, c'est clair. Et là aussi, il y avait un autre accès. Alors la géologie a un petit peu changé en 50 000 ans. Mais il faut s'imaginer que là, c'était une pièce de vie. Et ici, vous avez au fond 2 autres chambres. Je ne sais pas s'ils les ont taillées dans la roche. Je pense que c'était naturellement déjà comme ça. Et donc, ils ont exploité au maximum ce lieu. La visite historique est maintenant terminée, mais clairement on est loin d'avoir tout vu dans les alentours du village. Et ça tombe bien, parce que j'ai rencontré Chloé, une habitante de la région qui cherchait justement quelqu'un pour partir en randonnée. Beaucoup d'Indonésiens passent toute leur vie dans une région sans vraiment explorer les coins naturels autour d'eux. Et Chloé, c'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est un peu son baptême de première randonnée. Direction donc la forêt de Karst. Un paysage assez unique où la végétation pousse directement entre d'immenses blocs de calcaire. On s'engage donc dans un vrai labyrinthe naturel d'environ 2 km, avec des passages étroits et un terrain très particulier, rendu parfois aride par la roche calcaire qui absorbe rapidement l'eau. I feel like a Paleolithic man in the cave, exploring a new place. On vient de trouver un canyon au sein de la forêt de Karst. C'est assez impressionnant, je vous montre ça. Et c'est vraiment profond. On est sous la jungle. C'est assez fou. Et c'est vraiment canyon quoi. Voire limite un peu grotte. Dans l'ambiance, ça va très loin là-bas. Et c'est de là d'où l'on vient. Après un long moment dans ce labyrinthe, on sort enfin de là pour continuer notre périple vers une vallée reculée. Ça commence à être assez tricky, surtout dans la sensation de vraiment rentrer dans les jardins des villageois. Mais bon, apparemment ça se fait et donc voilà, juste à côté là, on navigue entre les plantations de riz, ma foi très sympathique. Waouh! Et on arrive sur un petit hameau et la vue est très cool. Alors ici ils sont assez blasés de la montagne. Quand je demande aux locaux s'ils trouvent ça sympa, ils remarquent même pas spécialement le paysage, ce qui est normal, ils ont l'habitude. Mais pour nous occidentaux, ça change de l'ordinaire, c'est clair. On est presque arrivé, on a enfin réussi à trouver un petit panneau. Donc ça s'appelle The Angel Lake et c'est dans la mangrove, au fond d'une vallée entre 2 montagnes. Je vous avoue que c'est un peu sketchy en termes de déplacement, mais écoutez, on y est quasiment. Waouh! C'est vraiment l'aventure quoi. C'est vraiment la vallée perdue. First human here. We are the first human here. Yeah. You think so? The tourists. We cannot be the first one. Because look, there is an electricity line. I don't know where go the electricity line, but yeah, we are the first tourist for sure. Bulegila. Wow. It's look like Jurassic Park.
That's what happened. L'ambiance est vraiment surnaturelle, on se croirait sur Pandora. Arrivé sur une première petite vallée, totalement fermée, juste par un petit chemin, qui est ma foi sympathique. Vous avez une vue 360, trop cool. Et donc vous arrivez par ce petit chemin, juste ici. Ce que j'apprécie vraiment avec cette région, c'est qu'avec un peu d'effort, c'est vraiment facile d'explorer des endroits encore intacts. Le long des falaises, il y a une succession de petites grottes à découvrir, presque sans fin. Un vrai terrain de jeu pour les personnes qui aiment l'aventure. Si vous passez par Maros, prenez-vous une demi-journée pour vous perdre entre les pics rocheux et les rizières. Vous ne serez vraiment pas déçus. Il y a 2 singes juste là. Il est désormais temps de quitter définitivement ce district pour poursuivre l'aventure plus au nord. Je profite une dernière fois de l'ambiance calme du village et de tous ces animaux. Prochaine destination, Parepare, la deuxième ville la plus importante du sud-ouest du Sulawesi. La route trans-Sulawesi est d'ailleurs bien moins congestionnée sur ce tronçon. Au fur et à mesure que je roule, les paysages évoluent et les montagnes changent de forme, retrouvant des silhouettes plus familières à nos yeux. Un peu plus classiques peut-être, mais sans rien perdre de leur charme. Mais au-delà des montagnes, autre chose me marque, c'est la quantité impressionnante de mosquées le long de la route. Ce n'est pas compliqué, il y en a littéralement tous les 300 mètres. Et surtout, elles ne se ressemblent pas. Certaines ont un style indonésien traditionnel, d'autres s'inspirent clairement de l'architecture ottomane. Et je suis tombé sur une mosquée qui ressemble même assez étrangement à un château de Disney. Je viens de m'arrêter au bord de la route avant d'arriver à Parepare, environ 1 heure au sud. Et j'en profite justement pour vous dire, là ça illustre bien mes propos, qu'il y a un gros développement islamique dans le sud du Sulawesi, notamment sur la bande qui rejoint jusqu'à Makassar. Et puis là en fait on peut constater il y a une ancienne mosquée et une nouvelle énorme juste derrière. Et depuis tout à l'heure le long de la route, je dirais 200-300 mètres, c'est mosquée sur mosquée. Et vraiment je plaisante pas, hein, quand je dis 200-300 mètres entre chaque mosquée, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, gros développement. Je sais pas si c'est comme à Lombok avec des investissements des pays du Golfe ou si c'est vraiment l'argent local qui est mis pour développer ces mosquées. Mais c'est vrai que celle-là, elle est plus typée comme les mosquées qu'on a l'habitude de voir. Et alors là, pour le coup, on dirait presque une réplique de la mosquée d'Istanbul. C'est assez impressionnant à voir. Bien arrivé à Parepare et la moindre des choses, c'est que vraiment, c'est très actif le soir, visiblement bien plus que Makassar. Regardez-moi le monde de malade. Je m'attendais pas du tout à ça à Parepare, vu que c'est une petite ville régionale. Mais écoutez, je pense que ça s'est bien développé sur les dernières années parce que les infos Google Maps, c'est que c'est vraiment une petite ville. Mais j'ai l'impression que quand même, il y a beaucoup de monde là dehors. Hey, how are you? Apa kabar? Fine. Kamu dari mana? Dari Jawa. Jawa? Parepare. This is my cousin from France. Yeah, exactly. Mister. Yeah, here. C'est le moment des photos. Hein. Yeah. Brave. No, no brave. Non. C'est le moment photo, j'ai quasiment l'impression d'être une star. Alors que je suis juste le mec le plus lambda du monde. Mais écoutez, déjà je suis habillé en violet et apparemment le violet a une forte signification ici. Je crois que ça veut dire que je suis endeuillé. C'est peut-être pour ça que les gens me regardent bizarrement. Mais bon, toujours avec un grand sourire. Hein. Ils me regardent, ils me fixent beaucoup, mais avec la bonne humeur. Et Or YouTube? TikTok or YouTube? YouTube, but just starting. New channel. Yeah. Hello. TikTok is good too. Yeah, it's good. TikTok, hello Indonesia, hello Parepare. Yeah. Ouais. Bon, et quand je vous dis qu'il y a beaucoup de téléphones sur moi, je mens pas. Hein. C'est impressionnant. Est-ce que ça serait quand même pas une scène digne de Tom Holland là-bas?
Alors visiblement ici la tendance c'est TikTok puisque absolument tout le monde me demande mon TikTok. Ils pensent pas du tout à YouTube, hein. Pourtant je me filme à l'horizontale. Et YouTube pour eux c'est vraiment... Ah yeah. Je sais pas ce qu'ils racontent mais... Lagi di mana nih? Yeah, nama saya Ti. Iya. Dan kamu? Ibnu? Oke, nice to meet you. Ini di mana? Di mana? Saya orang Prancis. Yes. Yeah, bye bye, enjoy. Bon, bah voilà. Allô. Hey, en échangeant un peu avec les gens, en fait, il s'agit d'un festival sur plusieurs jours. Mais bon voilà, festival public dans le centre-ville de Paris. Je vais me rendre un peu plus vers la scène pour vous montrer ça. Il y a des éclairages assez sympas en vrai. Surtout pour un festival gratuit, c'est surprenant. Ah mais en fait on est vraiment sur un terrain de foot. Wow, par contre la quantité de pollution par terre c'est... Bon je pense qu'ils vont tout nettoyer derrière mais... Putain, regardez. Il y a encore les empreintes mais ça a durci. Il y a encore les empreintes du gardien. Bon, en tout cas, faut pas danser là, sinon il y a de quoi se faire une cheville. Mais très sympa, il y a beaucoup d'enfants. Hein. Il est 22h30, donc déjà pas mal de personnes sont parties, mais il reste encore beaucoup de monde. J'ai pas l'habitude tant que ça de parler à la caméra, mais là, c'est le fait que tout le monde me regarde comme ça, c'est un peu intimidant, sincèrement. Yeah. Ça n'arrête pas là, ça défile. C'est vraiment le défilé là. Yeah. Ok, it's good. Yeah, perfect. Enjoy. Faut que je parte. C'est le moment de s'enfuir de la scène principale parce que j'ai vu que le speaker essayait d'interagir avec moi et je pense qu'il voulait me faire monter sur scène. Déjà que j'ai pas trop l'habitude de faire des vlogs, mais là le fait qu'il y ait absolument tout le monde qui me regarde, je me sens un peu gêné, très sincèrement. Alors parler, c'est pas si touristique que ça et ça s'explique notamment parce que c'est entre Makassar tout au sud et le pays Toraja et c'est vrai que les rares touristes déjà qui s'aventurent jusque là en général prennent un bus de nuit qui part de Makassar et qui arrive directement dans le pays Toraja plus au nord, donc ça s'arrête pas du tout dans ce genre de ville et les gens ont peu l'habitude de voir un touriste, ils appellent ça un boulet, donc ça veut dire à l'étranger. C'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi focus on va dire sur moi. Regardez. It's good, you can filming. Okay. Whatever you want. Are you alone here? Are you alone? Alone, yes. Okay, I go here. I go. No? Tidak? Where do you live here? Where do you live here? I don't know the name of the hotel. Red something. Red Horse. Red Horn, I don't know the name. Red, I don't remember. I just arrived now. Question plus intéressante qu'il ne paraît, parce que l'hôtel où je séjourne, c'est en fait un Red Doors. Et pour faire simple, ce n'est pas vraiment un hôtel à proprement parler. En Indonésie, beaucoup de gens vivent en famille avec les grands-parents, les tantes, etc. Souvent dans des chambres à plusieurs. Donc forcément, c'est un peu compliqué d'avoir des moments, disons, intimes avec son ou sa partenaire. Du coup, eh bien, les gens vont dans ce genre d'endroit, comme justement des Red Doors pour... voilà, vous avez compris, je pense. Mais moi, bien entendu, je l'ignorais totalement jusque-là, même si c'est vrai que les chambres sans fenêtres et les lumières bleues type gaming, ça faisait déjà un peu bizarre, et je comprenais vraiment pas trop ce que ça faisait là. Yeah? I see. It's very exhausted. On the road, because here... Do you know the street? Do you know the street? Do you have Instagram? Yes? If you wanna know something, just tell me. Okay. Okay? Yeah, you? Yes, I have Instagram. I accept you. After you wanna, where do you wanna go? After Pare. I say Olon Valley. You know Olon? I don't know. There. Oh, yes. Wow. The mountain is so very good. Yeah. The name mountain is Nona. It's here. Nona mountain. It's good. It's good, yeah? For hiking? Good hiking? Yeah, good hiking. Okay. But be careful. Be careful there. Why? Because, the mountain is the Toraja is the place
full history. Yes. Full history. I know, like when people die, Yes, when they people they cut buffalo. Yes. So many people they But people told me it's not only Catholic, it's also Muslim. yes, They make the same. yes, make the same. Je refais encore une pause dans la discussion car cet échange est vraiment riche en informations et permet de comprendre les différences et contextes sociaux au Sulawesi. En résumé, l'écrasante majorité des habitants des grandes villes et du sud-ouest sont de deux ethnies, les Makassari et les Bugis. Ils pratiquent souvent un islam strict et très traditionnel. Mais ce ne sont pas les seules ethnies puisque le Sulawesi compte une cinquantaine de grands groupes, chacun avec leur langue, leur tradition et leur propre interprétation des textes religieux. Dans les montagnes plus au nord, il y a une région nommée Toraja avec des rites ancestraux funéraires assez, disons, originaux. Et ce n'est clairement pas du goût des musulmans du sud. Et oui, même au Sulawesi, les stéréotypes ethniques sont ancrés. Bref, tout ça pour dire que lorsqu'un proche meurt chez les Toradjiens, la famille doit sacrifier au minimum 3 buffles, mais aussi des cochons. Pour l'ethnie des Bugis, la plus traditionnelle, on frôle presque l'hérésie, et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de stéréotypes négatifs à leur égard. D'ailleurs, ça tombe bien puisque l'épisode 4 de ma série de vidéos est dédié aux Toradja. Vous comprenez désormais mieux pourquoi mon interlocutrice m'explique que c'est dangereux dans les montagnes. Elle ne parle pas vraiment de l'aspect sécuritaire, mais davantage d'un aspect religieux et mystique autour d'idées qui sont, on va le dire, préconçues. Allez, on repart sur la discussion. Let's try. No, it's for kids. I think so, no? It's not. This is for kids. This. Okay. Okay, fighting. Yeah. Fighting. Bye-bye. Perfect. Bye bye. Woo. I hope you can enjoy the play. Yeah, I hope so. Don't worry. I will. Okay, bye-bye. Okay. Je suis parti aujourd'hui pour visiter une cascade à 2 heures au nord de Paré-Paré. Ça fait une sacrée trotte, mais si je me fie à mon instinct, ça m'a l'air d'en valoir le coup. Le genre de cascade avec relativement peu d'avis Google et un emplacement en plein milieu de la montagne qui garantissent que le site ne doit pas être très développé. Bref, le spot semble parfait au regard de mon mode de voyage. En chemin pour la cascade au nord de Paré-Paré et je viens de m'arrêter puisque déjà la piste est assez compliquée, sincèrement. C'est une route, ou du moins une piste engagée. Et je me suis arrêté également parce qu'il y a des super oiseaux qui sont passés juste devant moi. J'espère pouvoir les filmer. Avec un bec jaune, on dirait presque des toucans. Alors je m'y connais pas beaucoup. Mais waouh! Je sais pas si vous l'avez vu. Il y en a un autre là. Il y en a un qui est vraiment là en fait. Regardez. Il y en a un autre là. Il y a toute une famille. Bon, c'est pas tout, mais je dois aller rejoindre ma moto si je veux continuer le trajet. En tout cas, c'est sportif. Hein. Là, j'espère que la cascade vaut le détour. Oh, mais ça m'a l'air vraiment très sympa comme spot. Honnêtement, j'en ai fait des cascades, mais des comme ça, je crois jamais. Elle est vraiment magnifique. Je vous montre ça. Regardez-moi la taille de la cascade, c'est énorme. Waouh! Oh, il y a du monde en bas, tiens. Il y a besoin d'eau. Allô? Waouh! Vraiment le blizzard là, je sais pas si vous arrivez à me voir, mais waouh, je crois que c'est mieux comme ça. Juste en dessous du saut de cascade, apparemment il y a un saut qui est possible de faire un petit peu. Donc je vais essayer de m'aventurer. Can I? Ok. Ok, here.
de Karawa fait environ 30 mètres de haut et sa forme en cirque est composée de roches noires issues d'anciennes coulées de lave formées il y a des millions d'années, quand la région était encore marquée par une activité volcanique intense. La retombée d'eau forme une pluie dense qui rend difficile le fait de garder les yeux ouverts plus de quelques secondes. Et la force de l'eau se ressent immédiatement. En dessous, elle frappe le dos comme des coups répétés. Mais malgré tout, on décide de se rendre sur cet énorme bloc de pierre qui nous rappelle qu'à tout moment, une partie de la falaise peut être emportée dans la chute. Je suis le groupe dans son aventure, mais clairement je n'ai pas fait le malin, surtout qu'on est loin, très loin de toute ville, et qu'une entorse à la réception du saut n'est vraiment pas une option envisageable. En utilisant une dernière fois le drone, je me rends compte qu'il n'y a pas une, mais 3 cascades au même endroit. C'est dans ce genre de situation que je trouve tout l'intérêt d'avoir un drone, car depuis le sol, je n'aurais jamais pu deviner. You tahu Barnas? Barnas. Barnas, no, yes. Yeah, Cari Barnas. Barnas di Indonesia, oke? okay. En Indonésie, vous verrez partout au bord de la route des terrains de volley et les gens en général jouent vers 4 ou 5 heures d'après-midi. C'est aussi pour ça d'ailleurs que le volley c'est le sport avec le plus de licenciés au monde. C'est passé dans les pays d'Asie, c'est très populaire et notamment en Asie du Sud. J'avais fait le même constat au Cambodge déjà à l'époque. D'ailleurs ici on n'est pas prêt d'oublier son poste puisque vraiment à chaque position de joueur il y a une démarcation au sol tracée par l'usure du temps et le déplacement des joueurs. Environ 30% de la population indonésienne joue ou a déjà joué régulièrement au volley, et ça se ressent vraiment. D'ailleurs, il est temps pour moi de rejoindre une équipe locale à Parepare. Le terrain où je m'entraîne semble un peu limite en termes d'installation, mais c'est parfois dans ces conditions que l'on apprend réellement la dextérité en jeu. Enfin bref, cette petite ville est un vrai coup de cœur et j'ai d'ores et déjà étendu mon séjour d'1 semaine supplémentaire pour souffler un coup avant d'attaquer les montagnes du Toraja. Cette petite ville, c'est vraiment un gros coup de cœur, pas du tout touristique, les gens très sympas et une atmosphère propice à la détente avec quand même un accès plage, accès montagne juste derrière, des cascades, enfin bref, c'est le bon mix pour se détendre un petit peu. On arrive à la fin de cet épisode et j'espère que vous avez pu apprendre de nouvelles choses, notamment sur la grande histoire de l'homme. Rendez-vous dans quelques semaines pour un prochain épisode, cette fois-ci dans un lieu qui n'a rien à voir avec ce que vous avez déjà vu, une vallée perdue dans l'immensité du Sulawesi. Allez, à bientôt tout le monde!